Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Mira. Salut Mira. Salut Benjamin. Bienvenue dans cette émission sur les méandres du cheminement spirituel. Je t'ai contacté parce qu'on avait déjà échangé un peu là-dessus et je sais que tu as à cœur de partager sur là, dans les extrêmes un petit peu, dans lequel peut nous emmener le cheminement spirituel. Ça va, ça te parle toujours de partager là-dessus? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, pour te mettre en contexte pour nos auditeurs, je te présente en quelques mots, tu rajoutes si tu as envie. D'accord. Donc, toi, Mira, tu vis à La Réunion, tu partages sur YouTube, tu as une chaîne YouTube et tu fais aussi des accompagnements occasionnels quand ça se présente. Tu m'as partagé que tu avais à cœur de transmettre les enseignements qui t'ont été offerts par Georgie du temple Chidamanda, si c'est bien ça, et que aujourd'hui tu partages à partir de là. Ça te va comme présentation? Oui, juste petite précision. Georgie, en fait, est initiée de Sri Raja, qui est un prêtre brahmine, en fait. Hmm, Euh, et donc, c'est toute une famille hein, qui vit depuis environ 2000 ans à Chidambaram. Voilà, hmm. c'est le temple Chidambaram. Donc, Chidambaram dans le sud de l'Inde. exactement, dans le Tamil Nadu. D'accord, ok. Voilà. Tu as suivi ces enseignements là-bas? Non, pas du tout. J'ai eu la chance de rencontrer Georgie lorsque j'étais déjà arrivée à La Réunion. Et donc, c'était un petit peu, c'est amusant, hein, la vie, quand on voit comment les événements se positionnent. C'était pour discuter, pour le questionner au sujet de la relation qu'il entretenait avec son maître, donc Sri Raja Dikshitar. Mhm. Et on a pris contact autour de ça. Et c'était justement à l'époque où ici il se vivait des grosses, grosses, grosses difficultés puisque j'avais rejoint La Réunion pour, on va dire, travailler dans le cadre d'une communauté qui aussi a créé une ONG, etc. Et donc, je me trouvais vraiment étouffée par l'expérience qui était en train de se vivre, qui était vraiment une expérience extrême. Et puisque le président de l'ONG, le président aussi de cette organisation, cette communauté, s'est présenté comme étant un gourou, donc comme dans la tradition indienne, hein. Euh, mais progressivement, je me suis rendu compte que ça allait très, très, très loin et je me sentais de plus en plus fatiguée, de plus en plus mal épuisée parce qu'il se passait beaucoup de choses très difficiles. Et à ce moment-là, grâce à ces échanges justement avec Georgie, euh, il y a eu ensuite une relation finalement qui s'est créée par mail, par téléphone de temps en temps. Beaucoup, beaucoup d'échanges, quasiment tous les jours, à lui poser beaucoup de questions. Lui me partageait aussi les extraits de satsang qu'il continue d'ailleurs comment on dit, de D'être traduire, radis. notamment voilà, Hmm, notamment de Robert Adams. Et lorsque donc Robert Adams, qui était donc c'était un Américain qui a été très proche de Ramana Maharshi. Il faut savoir que les enseignements de Ramana Maharshi et les enseignements finalement qui sont proposés donc par le temple Chidambaram sont très très proches. C'est un petit peu la même, c'est l'Advaita Vedanta en fait, hein. hmm.
Et donc voilà, progressivement, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une ouverture, et puis tout s'est transformé après avoir vécu bien des expériences difficiles et extrêmes. Voilà. Ok, bah tu viens de faire une jolie intro pour cet épisode, du coup, sur les méandres du cheminement spirituel. Et j'ai envie de commencer par revenir un petit peu plus loin dans le temps avant que Georgie, si j'ai bien compris, c'était un peu la fin de cette aventure. Parfait. Et si tu pouvais décrire un petit peu la soif qui t'animait, qui t'a mis en mouvement sur le cheminement spirituel. Alors, depuis petite fille, même bébé, hein, mais vraiment depuis petite fille, il y avait ici la compréhension de la vie, on va dire, mais sous un angle intuitif, invisible, vibratoire. C'est vrai que depuis petite, il y a toujours eu finalement cette hypersensibilité à ressentir les choses autour de moi, les humeurs. Et puis progressivement, il y a eu plein d'expériences qui se sont vécues, communiquer avec les morts, soigner avec les mains, euh, faire des rêves prémonitoires, voir un petit peu l'avenir, bref. Et bon, tout ça, ça a été mis de côté, mais c'est quelque chose qui est toujours resté présent forcément. Et puis progressivement, au fur et à mesure du temps, je suis rentrée dans, voilà, dans la vie active. Et puis je suis partie dans les extrêmes. Euh, je venais d'une famille, on va dire une famille à problème, donc j'ai vécu d'énormes souffrances avec des dépressions, déjà dans l'adolescence, de grosses difficultés aussi à m'intégrer finalement dans le monde qui m'entoure. Et puis à un moment donné, il y a eu cette opportunité de prendre une sorte de revanche, on va dire. Et donc de construire quelque chose sur le plan social, sur le plan matériel. Donc, il y a eu l'expérience de la carrière professionnelle où on a beaucoup gagné d'argent et on a vécu beaucoup d'expériences dans le monde du luxe, on va dire ça comme ça. Quand tu dis on, c'est tu parles d'une autre personne et de toi? Non, je parle de moi. Ah, ok. Et c'est vrai que au fur et à mesure des expériences, c'est vécu justement cette nostalgie. Parce que finalement, inconsciemment, ce qui était recherché n'était pas de l'ordre du matériel. Il a fallu, donc je raconte très très souvent cette anecdote. Un soir, je me retrouvais dans mon petit appartement avec tous mes meubles luxueux, avec la petite voiture de sport garée au parking. Et j'habitais à Monaco à cette époque-là. Et puis j'avais mon sac à main Chanel tout neuf devant moi. Et donc, j'étais là dans mon lit, toute seule, et je me disais, mais là, il y a eu comme un déclic où je me suis dit, non, c'est vraiment pas ça. Non, je me sens pas du tout, je me sentais vide à ce moment-là. Vide, et il y avait vraiment une sorte de mal-être parce que ce qui était recherché à l'extérieur ne nourrissait pas cette nostalgie, on va dire, cette quête. Hmm. Et donc, le temps a passé et le corps s'est épuisé à force de chercher, chercher, chercher dehors. Donc il y a eu un burn-out avec Hmm. la dépression, la nuit noire de l'âme qui a duré très longtemps et avec des allers-retours et puis surtout des prises de conscience concernant des habitudes, concernant des croyances euh, liées notamment à l'éducation qu'on va recevoir. Hmm. J'ai reçu. Et, et progressivement, il y a eu un dépouillement qui s'est enclenché, mais c'était pas du tout de façon consciente. Et puis, au fur et à mesure du dépouillement, il y a eu ce retour finalement à toutes ces choses qui étaient pratiquées depuis petite fille, comme les thérapies alternatives, les soins énergétiques, les guidances médiumniques, toutes ces activités-là sont remontées.
Hmm. Et puis progressivement, c'est un petit peu comme si j'avais été au contact de tout plein de thérapeutes qui vivent vraiment, ou en tous les cas qui essayent de vivre pleinement de leur activité. Mais ça a créé, finalement, ça a créé un conflit. De vouloir suivre ce mouvement-là, Hmm. j'ai ressenti un conflit intérieur et vraiment, ça ne faisait pas du tout sens que de essayer de faire un chiffre d'affaires mensuel, annuel, en aidant, en étant dans cette posture d'accompagnant. Hmm. Voilà. Donc, Euh, pour toi, cette soif, du coup, de découverte, de questionnement, cette soif qui te guide sur ce chemin spirituel, c'est passé vraiment par différentes étapes, une plus jeune, après un monde matériel qui t'a amené à la dépression, au burn-out, pour oui, retrouver ce monde plus jeune, en final, mais sous une autre, avec un autre goût, plus comme absolument. accompagnante. Hmm. Tout à fait. Et donc, c'est passé par le New Age, Hmm. par tous ces business, hein, finalement, qui sont ce qu'ils sont. Et il y a rien, il n'y a pas de jugement, hein, Hmm. quand je dis ça. En tous les cas, je suis passée vraiment par plein de phases, par plein de croyances. Euh, Est-ce que tu peux évoquer ces croyances, si tu les alors, as sur le bout de la langue? hmm, ces croyances, c'était quoi? Faut que je me souvienne. Ça fait longtemps. Euh, En fait, ça avait déjà l'appel à révéler notre nature véritable, mais au travers du bien-être et du développement personnel. Donc, j'ai commencé forcément, puisque j'ai vécu le burn-out, donc un épuisement énorme. Il a fallu 2 ans pour que je m'en remette. Hmm. Donc forcément, il y a eu toute une remise en question concernant l'hygiène de vie, la façon de s'alimenter. Donc on a regardé la diététique, on a regardé la médecine autour des plantes. Et puis après, il y a eu des rencontres avec des personnes comme, je sais pas si je peux citer ces personnes-là, comme David Lefrançois, qui est un psychologue très connu, qui fait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, Hmm. comme Franck Nicolas, qui lui, il est vraiment quelqu'un qui est à fond dans la performance et qui motive les gens à devenir riches et tout ça. Hmm. Euh, et donc, il inspire les gens et puis à aller de l'avant. Et donc, ici, voilà, ça a essayé de suivre ces mouvements-là, Hmm. mais c'était toujours pas ça. Hmm. C'était toujours pas ça. T'as senti qu'il y avait une sorte de reconstruction, mais que c'était pas exactement ça qui était cherché. Quelque part, j'ai envie de dire, ça n'allait pas assez loin. Hmm. Donc, Tu il y a voulais eu plus. Voilà, je voulais aller, c'était vraiment inconscient, une démarche complètement inconsciente, ça voulait aller plus loin, plus en profondeur. Hmm. Donc, à un moment donné, il y a eu l'appel de méditer. Hmm. Et puis, donc, j'ai commencé à méditer. Alors, la première fois, c'est une anecdote intéressante parce que j'ai eu peur de moi-même, j'ai eu peur de me rencontrer. Si Hmm. justement je fermais les yeux et que je rentrais dans le cœur. Et lorsque ben, j'ai trouvé, entre guillemets, le courage de me rencontrer moi-même, entre guillemets, il y a eu comme une petite voix qui a dit je t'aime. Et donc voilà, ensuite il y a eu la rencontre avec des personnalités comme par exemple Sylvain Didlot qui fait des canalisations angéliques, Hmm. plein de gens comme ça Lumineuse, plein de gens comme ça qui sont dans des partages qui sont plutôt d'ordre voilà un peu New Age ou ésotérique. Enfin Ouais. bon, je ne veux pas trop classifier. Et ça, ça a créé pour toi un terreau, on va dire, à vivre aussi l'aventure extrême que tu évoquais tout à l'heure. Est-ce que tu as l'impression que ça, c'était une forme de terreau propice à te lancer dans une aventure un peu plus extrême? Oui, probablement. Après, c'est vrai que ce qui s'est produit, c'est produit vraiment inconsciemment et naturellement. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis convaincue que enfin, voilà, ça s'est produit dans une perfection absolue. Et il y Oui. a
Voilà, il n'y a rien à redire là-dessus, mais oui, très Oui, c'est ça, probablement. les méandres du cheminement spirituel. C'est-à-dire que c'est pas forcément le but, mais c'est vraiment aussi l'ordre du cheminement qui Mhm. fait qu'on peut passer par Mons et par Vaux, vraiment au sens propre. Ah oui, oui, oui. Ouais. Donc, du coup, ben, j'ai commencé à faire des formations, Hmm. à apprendre intellectuellement, finalement, à faire beaucoup de choses. Et puis, il y avait quand même ce truc intuitif qui était là, qui est, voilà, la pratique du yoga qui me vient, je ne sais pas d'où, c'est quelque chose qui est vraiment spontané. Euh, tout ce qui est de l'ordre, voilà, de la thérapie, de la médiumnité, tout ça, c'est revenu. Et donc, vu que je baignais dans un milieu de thérapeute, eh ben, je me suis dit, allez, je vais me lancer et proposer des accompagnements holistiques. Hmm. Et donc, ça n'a pas du tout fait sens, pas du tout. Il y a eu ces tiraillements intérieurs qui étaient là et vraiment, ça me rendait physiquement malade. Il y avait une tension extrême, vraiment extrême. Si bien que, de fil en aiguille, je suis tombée sur quelqu'un qui propose, comme tous les autres d'ailleurs, des partages sur Internet. Et donc, qui fait des retraites, qui se dit être voilà, accompagnant spirituel, maître, enseignant. C'est les casquettes hein, qu'il dit porter. Et donc, comment ça s'est passé? J'ai été subjuguée par ces échanges, en fait, parce que c'est Hmm. quelqu'un qui s'exprime extrêmement bien sur les réseaux sociaux. Et pas que, hein, même tous les jours. C'est quelqu'un qui s'exprime vraiment très, très bien. Et qui sait attirer les personnes vers lui, qui sait amener les personnes à agir un petit peu dans son sens. Et donc, au bout d'un mois ou deux, à écouter tout ce qu'il racontait, parce que vraiment, il y avait une forme d'hypnose, hein, vraiment. Tous les jours, j'écoutais ce qu'il racontait. Puis je le montrais à mes copains, à mes copines, et puis ils me disaient, ah non, non, on le sent pas, mais ici, bah, il fallait que ça y aille. Donc, Hmm. un jour, j'ai demandé une séance d'accompagnement, on va dire, intuitif. Et puis, à ce moment-là, cette personne m'a proposé de le rejoindre pour devenir son assistante et en même temps aller plus loin dans ma pratique spirituelle. Et vu que, Tu voilà, veux dire que c'était sans qu'il te connaisse avant, il t'a proposé ça? tout à fait. Voilà. Donc, vu que j'étais en métropole et que lui était déjà à La Réunion, en effet, on ne se connaissait pas du tout. Ça m'a été proposé, mais alors au bout de 5 minutes d'échange. Hmm. Et donc, 3 semaines après, il m'a proposé de le rejoindre à La Réunion, tout frais payé, pour déjà que je commence à m'intégrer dans son équipe rapprochée, donc qui est l'élite de l'élite, si on l'écoute. Il faut être méritant, hein, parce que lui, il part du principe que tout le monde n'est pas mature, tout le monde n'est pas capable. Donc, Hmm. bon, c'est un petit peu flatté mon ego, j'avoue. Si tu étais devenu spécial. Voilà, alors en plus on te dit viens à La Réunion, tu vas vivre dans une grande villa, Hmm. tu vas avoir un rôle, tu vas être la personne la plus proche du mec qui sait tout mieux que tout le monde, qui est réalisé et tout, qui vraiment fait la pluie et le beau temps. Waouh, je me suis dit magnifique. En plus de ça, c'est vrai que en tant que président d'une ONG, j'avais aussi la possibilité d'intervenir sur le terrain auprès d'enfants défavorisés. Et je trouvais ça vraiment génial. Ça m'a beaucoup Hmm. parlé. Et donc, notre première rencontre s'est faite 3 semaines après, à La Réunion. Donc là, on m'a sorti un petit peu la carte postale. Et forcément, tout s'est très très bien passé. Et directement, sans qu'on ne me demande mon CV, sans qu'on me teste sur mes capacités, sur mes compétences professionnelles, quoi que ce soit, on m'a proposé un contrat. Donc c'était à cheval entre le mouvement spirituel, puisque j'étais là pour promouvoir les événements, les retraites spirituelles, les satsangs et tout ça, Hmm.
aussi pour interagir avec l'équipe qui travaille dans un pays étranger. Je donne pas trop d'informations pour pas Oui, rentrer oui, oui. dans la polémique. Et donc voilà, j'étais considérée un petit peu comme l'assistant de direction qui devait chapeauter toute une équipe, Hmm. à la fois en France métropolitaine, à La Réunion et dans un autre pays. Et quand tu dis un contrat, c'était un contrat de travail? Oui, donc Oui, j'ai donc qu'il y avait une entreprise, un contrat de travail, un cadre professionnel clair. tout à fait dans un cadre Hmm. associatif. Associatif, d'accord. Voilà. Et donc, 2 mois après avoir finalement, Excuse-moi, et du coup avec un salaire. il y avait un salaire. Oui, c'est ça. Donc, Il c'est y ce avait que un juste salaire, pour remettre un peu le tableau. voilà. Il y avait un salaire, donc vraiment le salaire minimum de minimum Hmm. autorisé par la loi, par la Hmm. législation française. Par contre, le temps de travail, c'était pas 35 heures. À me le dire. Et au départ, c'est vrai que lors de ce premier voyage, il y a des choses qui se sont passées, mais que je n'ai pas vues tellement, 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 des choses anormales, hein, tellement il y avait cette soif, finalement, de revenir, entre guillemets, à la maison. Hmm. Donc, j'ai commencé à accepter des choses de l'ordre du harcèlement, de l'ordre de il faut que tu changes ta façon de t'habiller, sinon tu pourras pas venir avec nous, de l'ordre j'ai reçu une initiation, on m'a donné un autre nom, de l'ordre progressivement j'ai été invitée à finalement à me détacher, donc j'avais un petit copain à l'époque, hop, rupture. Il fallait absolument que je sois végétarienne, minimum. Si c'était végétalienne, c'était encore mieux. Ça, je reviens juste sur la rupture, c'est-à-dire que comment ça t'a été demandé de rompre avec ton copain? Si je voulais être une proche de cette personne-là, Mhm. il fallait que je sois complètement à 100 000% disponible, D'accord. dédiée, loyale envers cette personne-là. Donc, il n'y avait pas de place pour une relation sentimentale, amoureuse, voire même être en famille. C'était pas possible. Et ça, c'était clairement dit ou c'était sous-entendu? C'était clairement dit. C'était clairement dit. Et ici, il y avait un côté un petit peu tellement aveuglé, assoiffé, flatté. Hmm. C'était un ensemble de choses. Parce que forcément, j'étais face à quelqu'un qui me Hmm. mettait sur un piédestal, qui me prenait en exemple, etc. Puis je me disais, mais c'est génial quand même, je vais m'installer sur une île paradisiaque et puis je vais pratiquer le yoga et la méditation tous les jours. Moi, je le voyais comme ça Oui, oui. un petit peu d'administratif et puis que ça se passerait dans un climat complètement bienveillant et qu'on allait justement vivre une forme de libération, de liberté. Hmm. Voilà, puisqu'il m'était dit que c'était désormais ma famille, que certaines personnes dans le groupe sont mes frères et sœurs, qui Hmm. seraient toujours là pour moi pour me soutenir. Il y a même eu des échanges de mails hein, autour de ça. Donc du coup, j'étais à fond, mais vraiment à fond dans le film, et puis voilà. Donc bon, c'est vrai que mes proches n'ont pas trop compris quand je suis rentrée en métropole. Mais voilà, le mouvement a été lancé, et je pouvais pas faire autrement que d'aller au bout de la démarche. Ouais. Ça faisait partie de l'appel, quoi. T'as pas le choix. C'est ça, ça faisait partie de l'appel, il fallait que l'expérience se vive de bout en bout, en fait, hein, vraiment dans sa totalité. Et donc de là, bon ben voilà, j'ai laissé mon appartement, j'ai donné mes affaires, j'en ai vendu une partie, mais pour rien du tout. Et puis je suis venue, j'ai changé toute ma garde-robe, j'ai tout donné. Et puis je suis venue avec presque rien, avec une dizaine de cartons à La Réunion, donc 2 mois après. Et puis là, j'ai commencé à voir l'envers du décor. Voilà, Au-delà de la carte postale, t'as vu la face cachée. on va dire ça, ouais, 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 tout à Hmm. fait. Et comment ça a commencé pour toi, de ces prises de conscience? Qu'est-ce que ça t'a fait? Alors, j'ai eu le droit d'amener mon chien, mon petit chien de poche et mon chat. Et à un moment donné, au bout de peut-être un mois, il était dit, même pas au bout d'un mois, au bout de 2 semaines, il était dit que ma relation à mon petit chien, qui était apeuré, comprenait pas ce qui lui arrivait. Donc pour moi, les êtres sensibles sont des êtres sensibles et j'en prendrai toujours soin. Et là, c'était pas bien. J'étais trop proche du chien.
Et donc, pour pouvoir s'éveiller, je ne pourrais jamais m'éveiller si je ne pratiquais pas le détachement et donc si je ne me détachais pas complètement de mon chien. Donc, le chien est parti vivre avec le monsieur, Le monsieur. Le monsieur le la gourou. personne de Voilà. gourou, d'accord. Ah oui, c'est rigolo ça. Il a voulu un chien. Donc, tous les jours, j'allais bosser dans la maison du gourou. Et puis, mon chien, il me regardait, il voulait des câlins, il ne comprenait pas. Parce que, il y a eu tout un travail qui s'est fait, je pense, de programmation mentale pour que je ne le regarde plus. Il y a eu beaucoup de culpabilisation. Hmm. Voire même, puisque au départ c'était dur de me faire céder, il y a eu même des humiliations publiques, c'est-à-dire lorsqu'il y avait le reste de l'équipe qui était présente lors des réunions, pour que je cède. Donc voilà, il y a eu ça, et Hmm. puis en fait je passais ma vie de 8 heures le matin jusqu'à parfois 7-8 heures le soir. Dans cette maison à travailler pour ses projets à lui, puis il me disait, tu dois t'effacer, on ne doit pas te voir, tu dois être transparente. Hmm. Ah là là, et puis donc on mangeait tous ensemble le midi. J'avais pas 5 minutes finalement pour moi, pour Hmm. m'acclimater à la réunion, pour rencontrer d'autres personnes, pour avoir une vie finalement un petit peu équilibrée. Et puis c'est vrai qu'au niveau de la pratique spirituelle, finalement, il nous était demandé de rentrer vraiment dans un moule précis qui ne correspondait pas du tout, du tout, du tout à ma nature. Et donc, Hmm. il m'était demandé vraiment d'aller à l'encontre de ce fonctionnement intuitif. Et je ressentais vraiment encore plus de conflits. Alors déjà, j'étais partie, je me suis dit, bon, voilà, on va donner du sens à tout ça, comment dire, on va soulager ce conflit, on va mettre du sens. Et puis finalement, bah, ça devait aller encore plus loin. Et donc, il y a eu beaucoup de souffrance qui s'est vécue avec du harcèlement moral, avec comme il voyait que je ne répondais pas vraiment à ces demandes, il y a eu, comment on peut dire ça, il montait l'équipe contre moi, donc je me sentais vraiment isolée. Alors c'était dur, puisque je me retrouvais sur une Hmm. île où ces personnes, fermée dans une maison, je vivais avec des personnes contre moi, salariée pour une entreprise. Finalement, j'étais pas du tout à ma place. Pas du tout, du Hmm. tout. Voilà. Et puis, eh bien, progressivement, de fil en aiguille, la situation s'est étiolée. J'ai commencé par une nuit d'insomnie. Finalement, j'ai fait une recherche concernant la dévotion, puisque nous étions tellement tous stupides que nous ne pouvions pas comprendre ce qu'est la dévotion. Et nous ne pouvions pas comprendre les enseignements de Ramana Maharshi. Nous étions vraiment des gros débiles. Voilà. C'est-à-dire que c'était dans le message qui était passé, c'était que il y avait une forme de compréhension de la part d'une certaine personne, mais que vous n'y aviez pas accès parce que vous n'étiez pas assez dévot. Oui. C'est-à-dire qu'il Hmm. fallait vraiment qu'on s'oublie et qu'on soit vraiment dans un service. C'est-à-dire que si on pouvait juste dormir 3 heures pour toujours le servir et bosser pour cette personne, c'était bien, quoi. Hmm. C'était une manière de créer une abnégation totale de soi, quoi. Tout à fait, voilà. Hmm. Et donc, il utilisait le terme de la dévotion, voilà. Et puis, bon, bah, vu que bah, c'était De jamais la assez. dévotion envers lui. Voilà, la dévotion envers lui, puisque lui, c'est Dieu Tout-Puissant. Voilà. Et si on n'était pas dans le détachement comme lui le disait, c'est-à-dire ben, tout ce que j'ai quitté finalement, jusqu'au petit chien, les amis, etc., euh, la dévotion, si on n'était pas voilà, dans ce comportement-là, dans cette abnégation, comme tu dis, c'est pas possible qu'on s'éveille. Voilà. Donc en D'accord. fait, cette personne-là vend l'éveil à fond, à fond, à fond. Sauf que moi, quand je suis partie, je ne cherchais pas l'éveil. Je cherchais quelque chose qui n'a pas de nom, qui n'a pas de forme. Et voilà, rien de... Et Hmm. j'étais sur cette voie-là, du cœur, C'était vraiment pas du tout la même chose dont on parlait finalement. Et donc progressivement, comme je disais, un soir, par une nuit d'insomnie, je vais sur YouTube et je regarde, je tape la dévotion et je tombe sur un partage donc de Georgie
donc qui est l'enseignant spirituel, voilà, qui m'a initiée hein, à la tradition des Dikshitar. Donc au départ, on a eu juste un échange comme ça. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit est-ce qu'on pourrait échanger parce que j'essaie de comprendre des choses Hmm. concernant la relation à mon maître. Puisque voilà, j'avais reçu un nom spirituel, j'avais reçu, comment on appelle ça, un mantra, mais alors le mantra en français qui fait 4 pages. Hmm. Voilà, et je vivais dans un contexte ashram. Ils disent Hmm. que cette grande maison, c'est un ashram. Donc, lorsqu'on a échangé, Georgie, qui lui-même donc a vécu la relation de maître à disciple, c'est un des rares Français à avoir vécu cette relation-là, finalement, en tout cas avec le temple Chidambaram, voilà. Et c'était le premier à partager ça sur les réseaux sociaux. Et lorsque je me suis abonnée à sa chaîne, quelques jours après, il a parlé de sa relation avec Sri Raja, qui est son maître. Donc du coup, ben, il y a eu cet appel de lui parler et de lui poser toutes ces questions pour Hmm. comprendre ce qui était en train de se passer pour moi. Donc il m'a dit, ben, il m'a posé la question, c'est quoi le mantra, d'accord? C'est quoi votre nom, d'accord? Bon, ben il me dit, ben moi, en fait, la relation à Raja, c'est pas du tout ça, c'est la relation du maître, elle est là pour nous permettre de nous libérer du poids et pas pour en rajouter, ça je m'en souviendrai toujours. Donc je lui ai dit, et le mantra? Il me dit, bah, généralement un mantra c'est plus en sanskrit, on peut le dire en français, mais c'est quelques mots, c'est pas plusieurs phrases comme vous. Bref, il y avait trop de trucs un peu bizarres qui correspondaient pas, Hmm. selon lui en tout cas. Et donc, lors de notre conversation, il m'a dit, mais vous savez, vous êtes déjà ce que vous cherchez, il suffit juste de vous en souvenir. Et là, j'ai ressenti une paix, un apaisement extraordinaire, et c'était aux antipodes finalement de toute l'expérience Hmm. extrême que je venais de vivre, que j'étais encore en train de vivre, parce que j'étais encore dedans. Et donc, je lui ai posé la question concernant mon petit chien. Il m'a dit, mais vous savez, Ramana Maharshi, il avait un chien qui s'appelait Shina, il le suivait toute la journée, il adorait, il n'y a pas de problème. Il avait une vache qu'il avait appelée Lakshmi, il la caressait tous les jours. Enfin, je veux dire, il m'a dit, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et je lui ai dit, le couple, par rapport au couple, qu'en est-il? Est-ce que c'est interdit? Il me dit, bah, moi, je suis mariée et tous les prêtres de la lignée n'officient que à partir du moment où ils sont mariés, donc il n'y a pas de problème. Bon, et le détachement, ben, vous savez, si vous regardez l'Ashtavakra Gita, par exemple, ben, Janaka, c'est un roi. Et puis, il y a tout plein de textes où c'est des rois, en fait, qui sont Hmm. en questionnement vis-à-vis des sages. Donc là, il y a eu un miroir extraordinaire, puisque j'avais vécu un peu l'opulence, le luxe. Je me suis dit, bon, d'accord. Je me suis un petit peu perdue en chemin. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour toi? Comme si tu te ressens vraiment cet espace, un moment de vulnérabilité où tu peux voir que tu as l'impression d'être perdu en chemin. À ce moment-là, j'étais vraiment en dépression totale, puisque Hmm. le monsieur de la Réunion m'avait répudiée du groupe et il m'avait mise dans une petite chambre d'étudiant qui fait 10 mètres carrés avec des barreaux aux fenêtres, un couteau, une fourchette, un lit en 90. Et j'avais plus J'étais de... en prison. Ouais. Et la seule chose que D'accord. j'avais le droit de faire, c'était venir bosser. Et vu que j'étais en perte de repère totale et que j'étais vraiment déstabilisée, je peux te dire que Georgie est arrivée vraiment mais juste au bon moment pour aussi me permettre de tenir et de pas me suicider, hein. On va dire les choses Hmm. telles qu'elles Ouais, sont. ouais, carrément, bien sûr. C'était allé tellement loin que lorsque maintenant, voilà, j'en parle avec mes amis qui sont dans le corps médical, ils me disent, mais pour bien moins que ça, certains se suicident. Hmm. Hmm. Donc, bon. Et donc, progressivement, avec Georgie, beaucoup d'échanges ont eu lieu. Tous les jours par mail, par SMS, lorsqu'il y avait des moments de panique, etc. Hop, il me ramenait. Mais vous êtes déjà ceux-là. Regardez le partage que j'ai fait sur la chaîne YouTube. Écoutez Robert Adams. Ok. Donc, Robert Adams, c'est un disciple direct de Ramana Maharshi. C'était un Américain. Et lui, il a tous les codes, en fait, socioculturels qui peuvent être compris par l'Occident.
Et en gros, ça disait, ce partage-là, je m'en souviendrai toujours, ça disait, la vie est un film, vous n'êtes pas ce que vous croyez, et arrêtez de vous prendre la tête, quoi, en gros. Et waouh, Hmm. et ça me donnait de la force, et ça me libérait de cette emprise, et plus j'écoutais ces Hmm. partages, et plus, voilà, il y avait une libération qui se produisait. Et donc, la relation à Georgie a été de plus en plus loin. Il m'a proposé de participer au satsang. Et puis, dans les satsangs, il y avait aussi Juliane, une énergie tellement féminine, tellement douce, zéro jugement, zéro dualité. Tous les deux, c'était extraordinaire. Ça m'a nourri, ça m'a requinqué. Ça m'a vraiment requinqué. Hmm. Je commençais à remonter la pente. Et puis, donc, bon, ben, les choses ont été jusqu'au bout avec ce monsieur de la Réunion. Et puis, j'ai réussi à faire en sorte, je te passe tous les détails administratifs, les trahisons et toutes les choses pas du tout belles qui se sont passées. J'ai retrouvé ma liberté et il m'a dit, Tu as repris ta liberté ou tu as retrouvé? je l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé. Il m'a dit, je te rends ta souveraineté. Hmm. Et là, voilà, j'ai commencé à voir Hmm. les visages. Euh, et puis voilà, et de fil en aiguille, il y a eu une passion. Il y a vraiment une passion pour l'Advaita Vedanta, Hmm. une soif, une grande, grande soif, un grand appétit. Et puis bon, ensuite, il y a eu quand même, ça a continué, parce que l'histoire, elle n'est pas terminée. C'est jusqu'au basculement, finalement, que l'histoire a eu lieu. Une fois qu'il y a le basculement, il n'y a plus d'histoire. Enfin, si, mais elle est vue autrement. On ne s'identifie plus à ce qui se passe. Et donc, j'ai été en septembre. Donc, la rupture avec le gourou s'est faite en juin. En septembre, j'ai été rencontrer Georgie, Juliane. Et puis le cheminement a continué au travers des partages donc, de Georgie et de Juliane, notamment, au travers des textes sacrés comme la Bhagavad Gita, l'Ashtavakra Gita, les enseignements de Sri Raja, de Ramana Maharshi, de Mananda Mahi aussi, de tous ces sages qui nous amènent à être vraiment dans cette pureté de l'enfant. Et c'est vrai que plus finalement je m'imprégnais de ça, plus je me souvenais que ça a toujours été là. Et je me suis souvenue de cet état dans lequel je baignais lorsque j'étais bébé. Et voilà. Et si tu regardes aujourd'hui ce cheminement, sans vouloir le donner des, des adjectifs qualificatifs, mais qu'est-ce que tu observes en regardant ce cheminement qui t'a emmené dans différents méandres? Alors ce que ça a envie de dire dans l'instant, c'est que on accorde beaucoup de pouvoir, on donne beaucoup d'attention à l'histoire, à la souffrance du personnage. Mais aujourd'hui, ce qui veut être dit, c'est que tout va très bien. Et c'est regardé avec un grand sourire et beaucoup de joie. Un peu comme s'il y avait un éclat de rire qui s'amuse finalement de ces circonstances un petit peu chaotiques et extrêmes, même beaucoup. Et tout va bien. Et c'était le jeu, c'est le jeu que la conscience s'offre à elle-même. Et c'est finalement, c'est un cadeau extraordinaire qui a été offert. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Hmm. J'ai même envoyé un petit message le jour de mon anniversaire d'ailleurs à ce monsieur pour lui dire merci. Parce que grâce à tout ça, finalement, ça a été l'apogée finalement d'un parcours et sans ça, sans ce cadeau, il n'y aurait pas eu cette rencontre ultime. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Mira, pour ce partage fort, riche et inspirant. Merci beaucoup à toi. Merci de m'avoir Merci. écouté. Il y a beaucoup d'émotions là. Bah ouais. Et voilà, et finalement, ça n'a plus rien à dire. Ça y est, ça a dit ce que ça devait dire. C'est toujours amusant d'observer ça. Est-ce que si tu avais un conseil, souvent les personnes se disent, oui, mais comment on fait
pour ne pas tomber dans une situation comme ça, ou comment on fait pour avoir confiance en, voilà. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aujourd'hui à des personnes qui se poseraient ce genre de questions maintenant à l'écoute de cet épisode? Je vais répondre quelque chose de très clair, c'est qu'il n'y a jamais d'erreur. Nous sommes Hmm. toujours au bon endroit, au bon moment, et ce qui doit arriver, arrive. On ne contrôle rien. Et ces expériences sont une leçon, entre autres, d'humilité. Et comme disait Robert Adams, c'est faites confiance à la force qui connaît le chemin. Ayez foi en la vie. Il y a une intelligence qui imprègne tout, qui est plus fort que ce qu'on peut imaginer humainement. Et elle sait très bien ce qu'elle fait. Donc, abandonnez-vous et après, si bien évidemment il y a l'élan du cœur à venir échanger avec moi, ben, c'est accueilli et c'est embrassé voilà, avec beaucoup d'amour. Ça marche. Donc, si on veut te contacter, comment on fait, Mira? Alors, il y a mon profil Facebook qui est Mira Advaita. Et puis, on peut aussi me contacter par email. Donc, c'est mira.advaita@gmail.com. Et Et puis, voilà. juste Mira, tu l'écris comment? Parce que je suis pas sûr que tout le monde l'écrive de la même manière. Mira, en effet, Mm. c'est MEERA. Donc, l'adresse mail, c'est meera.advaita, c'est ADVAITA, @gmail.com. Voilà. Super. Merci beaucoup, Mira. Merci à toi du fond du cœur. Super. Eh ben, merci de votre écoute. J'espère que cet épisode permettra à des personnes qui se reconnaissent d'être inspirées. Merci Mira, c'était une joie de partager avec toi. Je te dis à une prochaine fois. Avec plaisir. Ciao. Merci de votre écoute. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous invite à retrouver l'Instant Vertical sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et à plonger dans ce silence infini, dans la verticalité de l'instant.